Aquabar, on dit quoi? On dit quoi? Bienvenue sur la terre des éléphants d'Afrique. Posez-vous. Posez-vous. Abidjan Talk Live est le seul podcast qui vous fera décapsuler votre bière et soulagera tous vos communs. Abidjan Talk Live. Chaque fin de semaine, enregistré depuis nos studios à Trècheville, Venez découvrir toutes les actualités et les histoires qui comptent. Salut. Bienvenue à toi, très cher auditeur du podcast Abidjan Talk Live qui nous écoute de plus en plus et donc on remercie la fidélité. Bienvenue à ceux qui nous découvrent depuis quelques épisodes et qui enchaînent et qui aiment et qui like et puis qui nous envoient des commentaires assez sympas qui nous encouragent. Merci à vous de nous donner la force. Donc bienvenue à ce nouvel épisode d'Abidjan Talk Live, fièrement enregistré depuis Abidjan. Aujourd'hui, je vais bien, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement bien installés, soit dans votre voiture, soit à la maison, soit dans votre baignoire, soit vous faites ce que vous voulez, mais que vous êtes bien avec nous et on espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Avec moi et absent depuis quelques épisodes, Zoul, comment vas-tu? Ça va et toi? Ouais, ça va. Tu m'as manqué? Oui, pareillement. Tes interventions chirurgicales précises et c'est parce que c'est des sujets que je maîtrise, donc. Ouais, mais tu sais que les retours intéressants qu'on a eus, hein, sans te jeter des fleurs et sans faire ta pro-dada, comme on dit, étaient très éloquent et très positif à ton sujet. Tu as, à travers les épisodes, notamment de la cybersécurité, appris à beaucoup de nos écouteurs des choses, des informations assez intéressantes. Et ils te remercient pour ça. Bah écoute, c'est top. Si on a des retours positifs comme ça veut dire qu'on fait bien les choses. Et puis, on va essayer de continuer. Ouais, mais ça, je te fais confiance pour ça. Et puis, bon, ta fanbase, elle augmente de plus en plus. Est-ce que tu veux avoir des messages, message pour tes fans? Du coup, je vais moins intervenir. Non, faut pas leur priver de tes lumières. C'est des fans. Non, je pense que... écoute, je remercie tout le monde. Ceux qui apprécient, c'est le but. Hein. Le but, c'est de faire des podcasts où, oui, on parle de tout et de rien, mais qui peuvent apporter des choses. Et puis... on va changer un peu de sujet. On a fait beaucoup de sujets liés à la technique, à la technologie. Et aujourd'hui, je pense qu'on aborde un autre sujet. C'est dommage, je voulais qu'on parle d'IA. Oui, on pourrait, mais je pense qu'à la fin, les auditeurs, là, ils vont plus apprécier. Hein. Ouais, en tout cas, je suis assez d'accord avec toi. On va aller sur un thème qu'on a abordé dans l'épisode précédent. Donc, si vous découvrez le podcast avec cet épisode ou si vous avez raté l'épisode précédent, on avait abordé avec Naji et Julia un terme assez intéressant qui était celui du retour aux racines. C'était deux natifs ivoiriens de Côte d'Ivoire qui se sont expatriés pour leurs études et pour leur première expérience professionnelle et qui sont revenus à Abidjan, surtout pour Naji, qu'on salue, et Julia qui est entre les deux, qu'on salue aussi. C'était assez intéressant d'avoir leurs impressions, leurs retours sur comment est-ce qu'ils vivaient en fait ce changement de culture et est-ce qu'ils avaient réellement coupé avec Abidjan, la Côte d'Ivoire, par rapport à la vie d'étudiant ou la vie professionnelle qu'ils ont pu avoir. Assez intéressant. Donc, à la fin de cet épisode, vous pouvez aller écouter Retour aux racines, qui est l'épisode précédent, et puis nous laisser votre avis en commentaire ou par mail. Hein. C'est écrit en bas du descriptif de chaque épisode du podcast avec notre compte Instagram. Et puis voilà, on sera ravis de répondre à vos questions. Donc aujourd'hui, pour rester à peu près dans le même thème, on accueille un invité prestigieux venu de la péninsule dakaroise,
la magnifique ville de Dakar. Hey, Nagadef, boy. Ça va, Oscar? Tu vas bien? Ça va. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Alors, comment s'est passée la traversée de Dakar à Abidjan? Je charrie un peu Oscar, il est un peu timide. Ça va? Ça va. Ça fait... merci de m'accueillir. Ça fait un bon moment que je devais venir. Ça a failli ne pas se faire à plusieurs reprises. Ça a failli ne pas se faire, effectivement. Même il y a 1 heure ou 2. Oui. C'est des rendez-vous à la sénégalaise. Bon, je dirais pas ça parce qu'il y en a qui sont bien quand même. C'est propre à Oscar. C'est du oscarisme. C'est que, tu vois, pour rester dans le thème, il s'est bien intégré à la Côte d'Ivoire. Ouais, bon. J'ai appris des meilleurs. Alors, il a appris des meilleurs. Ouais. Non, je veux parler d'un point de vue timing. J'ai appris des meilleurs. Il a appris des meilleurs. Il n'a qu'une seule réponse, ça sera celle-là. J'ai appris des meilleurs. Donc, qui sont les meilleurs? Qu'est-ce qui t'amène en Côte d'Ivoire? Est-ce que tu es venu de Dakar à Abidjan directement? Non, pas du tout. Écoute, moi, comme vous, hein, je pense, je suis né à Dakar, j'y suis resté jusqu'à mon bac, puis ensuite je suis allé en France faire mes études et stages. Et avant d'arriver en Côte d'Ivoire, j'étais en réalité à Singapour. Ok. Donc c'était un peu long d'arriver ici. Tu m'étonnes. Mais voilà, moi je revenais pour essentiellement des raisons familiales. Singapour, très très sympa. Ouais. Je pense un des meilleurs pays où habiter. Mais loin de l'Afrique, qui est ma maison, et loin de ma famille. Donc moi je suis surtout revenu en Afrique de l'Ouest pour me rapprocher de ma famille. Et de par, si tu veux, mon métier, c'était beaucoup plus simple d'arriver ici qu'à Dakar. C'est comme ça que je suis arrivé ici il y a presque 7 ans maintenant. Déjà? 7 ans, ouais. Sérieux, ouais. Ouais. Dans quelques mois. Pas mal. Le temps passe vite, on dira. Donc, ta famille a fait que tu as voulu te rapprocher de l'Afrique de l'Ouest? Ma famille, et aussi parce que c'est chez moi. Je me sens beaucoup mieux en Afrique, en réalité. Ouais. Chez nous, comme vous. Hein. Je pense que c'est aussi la raison pour laquelle vous êtes revenu ici à un moment, pour Farid, il y a très 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 longtemps, même âge que moi. Oui, écoute, ça fait, en vrai, moi, ça va faire presque 17 ans. 16 ans, 17 ans quand même, ouais. Ça fait un petit moment. Merci de me rappeler que j'ai pris de l'avance. Oui, tu prépares le terrain. Non, mais c'est peut-être à peu près pour les mêmes raisons que toi. Mais ma famille est à Abidjan. Ta famille est à Dakar. Oui. Donc, c'est vrai que c'est des pays qui ont beaucoup de similitudes. Hein. On aime se charrier entre les Sénégalais et les Ivoiriens. Et même, on va considérer aussi le Cameroun. Hein. Les Ivoiriens aiment bien aussi charrier les Camerounais et vice-versa. Hein. Ne voyez là que de la chamaillerie vraiment, je ne sais pas si ça se dit, mais fraternelle, quoi. Il n'y a pas de, parce que c'est à peu près les mêmes valeurs, c'est les mêmes climats, les mêmes perspectives, climat d'affaires, même ambiance, quoi. Enfin, je veux dire, c'est la culture africaine de l'Ouest est plus ou moins similaire à quelque chose près. Donc ouais, toi, ta famille est à Dakar. Mais tu choisis de venir à Abidjan. De Singapour, tu viens à Abidjan. C'est vrai que on est bien au bord de la lagune Ébriée, mais... Par rapport à son domaine professionnel? Je sais pas, il va nous dire. Oui, c'est exactement ça. Par rapport à mon domaine professionnel, bon, comme pareil, hein, comme beaucoup de personnes, ma famille a la société familiale au Sénégal. Moi, j'ai plutôt fait le choix de continuer mon chemin de mon côté. Moi, je travaille, je fais de la catégorie générale, c'est de la finance d'entreprise, mais plus précisément, je
fais du conseil en investissement, on va dire ça comme ça. C'est la finalité de mon poste aujourd'hui. À l'époque, mais je pense que même encore aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, ça va te faire plaisir, Farid, est beaucoup plus développée sur ces aspects-là qu'un pays comme le Sénégal. Donc c'était beaucoup plus facile pour moi d'arriver ici. Et c'était l'opportunité pour moi d'arriver dans une économie un peu locomotive en Afrique de l'Ouest, francophone en tout cas, et de voir une nouvelle culture, parce que certes elle est similaire, mais honnêtement moi mon ressenti est que si tu veux, quand je suis arrivé, je m'attendais vraiment à retrouver Dakar, mais dans les faits c'est complètement différent. Quand je suis arrivé ici, j'ai compris pourquoi on appelait Abidjan le Petit Paris. C'est beaucoup plus vaste. Dakar, c'est un tout petit village. Tout le monde se connaît, on croise tout le monde tout le temps. Tu vas pas te faire des amis à Dakar. C'est sympa la vie de village. Alors qu'ici, on peut passer énormément de temps sans se voir. Si c'était pas certaines activités comme le rallye, on pourrait rester 3 mois sans se croiser, quoi. Oui, non, c'est clair que on en parlait dans l'épisode précédent de l'effet syndrome vacances. Oui. C'est-à-dire avoir envie de revenir, d'habiter dans un pays que l'on visite, ou de revenir dans un pays dont on a été expatrié pendant un certain nombre d'années, 5 ans. Moi, je pense qu'à partir de 5 ans, ça y est, on commence à se faire à la vie dans le pays dans lequel on a résidé pendant au minimum 5 ans. De faire attention à ce syndrome-là de vacances, où on voit que les belles choses. Parce qu'on a tous, plus ou moins, le même rythme. Bientôt métro, mais en tout cas embouteillage à Abidjan, boulot, dodo. Tramway. Tramway ? Ouais, tramway. C'est pas un métro ? Tout le monde dit métro, mais c'est un tramway. Écoute, tu sais, c'est comme quand on appelle les choses qu'on connaît. Que ça métro, ça fait plus Petit Paris. Ouais. C'est quoi, du coup, la différence entre tramway et métro ? Je pense qu'un métro, c'est... Souterrain. Souterrain, ouais. Un métro, c'est souterrain. Un tramway, c'est en extérieur. Ou pas forcément. Alors, métro, pour dire couverture métropolitaine, je crois, ou un truc du genre. Je sais pas, on demandera aux spécialistes de nous laisser un message et puis de nous éclairer. Techniquement, c'est un tramway, quoi. Ou alors, pendant qu'on meuble le temps, on laisse à Oscar chercher sur son téléphone pour pouvoir... Non, je pense que techniquement, c'est un tramway. Un tramway ? Ouais, je pense que c'est un tramway aussi, parce qu'ils sont vraiment en train de faire des travaux un peu partout, c'est en extérieur. Ouais, c'est tout en aérien, enfin tout en extérieur. Ouais. Ils n'ont pas encore construit de tunnel. Alors peut-être bientôt le tunnel sous le canal de Vredi, mais pour les voitures. J'ai vu ce projet-là, c'est assez intéressant. Je ne sais pas s'ils vont y arriver, à faire passer en bas du canal de Vridi un tunnel. Oui, c'est possible. Après, il faut avoir juste les bons moyens, les moyens. Ouais. Écoute, revenons à nos racines. Donc du coup, au début, tu dis, c'est une décision sentimentale, et puis là, tu as développé une décision rationnelle. Donc, je ne sais pas si tu n'es pas en train un peu de nous balader, ou... Donc... C'est quoi ? C'est sentimental ? C'est rationnel ? Non, c'est le boulot vraiment qui prime ? Si c'était sentimental... Non, sentimental. Après, je veux quand même faire ce qui me plaît professionnellement, et je l'ai trouvé ici. C'est la première opportunité que j'ai trouvée, qui correspondait à mes attentes professionnelles, a été en Côte d'Ivoire. D'accord. Et donc, je suis arrivé comme ça ici. Après, c'est ce que je te disais, moi, je m'attendais à arriver à Dakar, si tu veux, dans la même ambiance, etc. Et totalement différent, à tel point que mes 2 premières années ici, en réalité, j'avais qu'une seule envie, qu'une seule idée en tête, c'était finir mon contrat. C'était un contrat de 2 ans qui s'est un peu allongé de quelques mois. J'avais qu'une seule idée en tête, c'était rentrer à Dakar après cette période-là. Et puis au final, bon, écoute. Abidjan est doux. Abidjan est doux. Ouais. Et toi, Azul ?
Je sais que ça fait longtemps, toi aussi, parce que je ne vais pas passer pour le seul vieux autour ça remonte à la même période que toi. Autour de cette table. On était en France tous les deux, et on est rentrés quasiment en même temps. Moi, je crois que je suis rentré 2 ans après toi, 2 ou 3 ans après toi. Ouais. Décision sentimentale ou décision rationnelle? Ouais, moi, c'était plutôt le mal du pays. Enfin, le mal du pays. La Côte d'Ivoire me manquait vraiment. Ça te ressemble? Et puis voilà. Après. C'est quoi qui te manquait? L'ambiance, la mentalité des gens. On n'a pas ça. Mes dernières années, alors au début de mes années en France, c'était assez cool. Premières années, belle ville, sympa, Montpellier, avec plein de potes de Côte d'Ivoire, donc on était toujours dans la même ambiance. Après un peu moins, après Montpellier, j'ai été sur Paris. Après Paris, j'ai beaucoup tourné dans plein de villes. Donc plus avec mes amis, et là tu te rends compte que les gens, parce qu'au début voilà, on avait tous la même mentalité, on était toujours en groupe, et puis après quand tu L'insouciance de la jeunesse? Non, pas l'insouciance de la jeunesse, quand t'es plus avec des gens que tu connais, avec qui tu as grandi, tu te rends compte que derrière en fait les gens n'ont pas forcément la même mentalité que toi ou la même culture, et puis à la fin ça me convenait plus. Chacun évolue, mais aussi nous-mêmes. On évolue nous-mêmes, donc il y a des choses auxquelles on aspire. Donc c'était surtout ça. La Côte d'Ivoire me manquait, ouais. Mais ce qui m'intrigue, c'est et puis il y avait ma famille ici aussi, quoi. Oui, normal. Donc sentimental. Ce qui m'intrigue dans votre génération qui est revenue, et comme tu l'as dit, l'ambiance te manquait. Et ça m'intrigue parce qu'il y a souvent cette même notion d'ambiance qui manque, etc. Vous avez quand même connu des périodes difficiles ici, surtout vous à vos âges. Oui et non. Vas-y, continue. Donc en fait, moi au Sénégal, on n'a pas eu ce contexte-là un peu difficile, donc j'arrive pas. Et on voyait de loin ce qui se passait, et avec beaucoup d'Ivoiriens qui sont venus au Sénégal, un peu en urgence, donc un peu in fine traumatisant pour nous de voir ces gens-là, et souvent des personnes avec des liens familiaux plus ou moins lointains. En fait, c'est de quelle ambiance on parle? Qu'est-ce qui te manquait? On parle pas de... Quand on dit ambiance, c'est pas ambiance genre la fête, soirée, plage, non. Déjà, là, tu parles des situations politico-militaires qu'on a vécues et tout. Alors, je pense que quand on est né en Côte d'Ivoire, quand on a grandi, ou on a passé une grande partie de sa vie ici, on ne vit pas ce genre de situation comme quelqu'un qui a un œil étranger et qui voit cette situation-là à la télé, tu vois. C'est mon point de vue. Je pense qu'on le vit beaucoup moins intensément. Certes, c'était pas forcément drôle pour tout le monde, parce qu'il y a des gens qui ont perdu beaucoup de choses. Mais on le vit de manière moins intense. Et puis, pour beaucoup de gens qui sont nés ici, en tout cas moi, je suis un peu comme ça. La Côte d'Ivoire, c'est vraiment au sens propre du terme mon pays. Donc, si ta maison brûle, tu ne le vois pas du même œil que qu'un simple passant qui est en train de passer dans la rue et qui regarde ta maison en train de brûler. Pour lui, c'est un beau spectacle, tu vois. Donc, après, je ne saurais pas vraiment le décrire, mais oui, la Côte d'Ivoire me manquait vraiment. Peu importe les événements qu'on a vécus, je pense que ça n'a altéré en rien le jugement que je peux porter sur ça, quoi. Après, juste avant que tu enchaînes, j'ai eu la chance de ne pas avoir... pendant ces événements-là dont tu parles, de ne pas avoir subi des dommages ou ce genre de choses. Je sais que, comme je disais, il y a des gens qui ont beaucoup perdu, qui sont partis, qui se sont reconstruits ailleurs. Nous, on a eu, en tout cas moi pour ma part, j'ai eu cette chance, et mon entourage proche a eu cette chance de ne pas avoir subi ça, quoi. C'est malheureusement le lot lorsqu'il y a une instabilité, on va l'appeler comme ça. Lorsqu'il y a une instabilité dans le système, c'est le lot qui, certaines personnes soient malheureusement des victimes. Il y a beaucoup de gens qui ont même tout perdu, qui ont perdu plus que du matériel. Il y a eu, je pense, même des vies humaines qui ont été perdues ou complètement changées et bouleversées.
Mais pour nous, en Côte d'Ivoire, et j'imagine que c'est pareil au Sénégal et que ça peut être pareil aussi dans d'autres pays, la Côte d'Ivoire des années 80-90, qui était surtout la décennie 80, a été la période du miracle ivoirien sous le président Félix Houphouët-Boigny. Et ça a été je ne sais pas si je peux trouver un terme qui se rapproche le plus, je dirais la Dolce Vita. Vraiment la vie douce et exceptionnelle que la Côte d'Ivoire a offert à ses habitants, où il y avait... où tout était possible, en fait, que tout était possible économiquement, tout était possible socialement, tout était possible en Côte d'Ivoire. Et le fait que notre pays traverse cette crise-là nous a plongé, je pense, immédiatement dans le devoir ou la mission, en fait, de restaurer sa gloire, sa notoriété d'antan. Moi, pour ma part, quand je suis parti de Côte d'Ivoire, on était après l'arrivée du Papa Noël en décembre 99. Ouais, c'est ça. Et ça a été un choc pour nous. Moi, je partais, je laissais ma famille, que quelques années après, j'ai récupéré en tant que réfugié en Europe, là où je faisais mes études. Et profondément, je croyais que c'était vraiment un problème politique en raison d'une certaine incompréhension ou d'une immaturité. Je juge rien du tout, mais avec un peu de recul, je peux me permettre ce commentaire. Et j'étais convaincu à cet instant-là que mon avenir allait de toute façon être lié à mon retour en Côte d'Ivoire dès que possible. Dès que j'ai fini mes études, dès que j'ai pu prendre ce que j'avais à prendre en tant qu'expérience professionnelle. D'ailleurs, je ne me suis pas attardé en expérience professionnelle hors Côte d'Ivoire, 2 ans et demi, et je suis revenu en Côte d'Ivoire. Parce que ce pays m'a tout donné et j'ai tout à lui rendre. Donc, je ne suis pas gêné de dire que sentimentalement, l'amour que j'ai pour la Côte d'Ivoire a fait que mon choix était clair, limpide, transparent, non négociable, irrévocable. Je devais revenir en Côte d'Ivoire. Déjà, témoigner que la Côte d'Ivoire, c'est pas ce qu'on a vécu ou ce qu'on a vu, c'est autre chose. Et contribuer aussi à ce développement-là, à remettre en fait la Côte d'Ivoire, en tout cas à mon échelle. Je n'ai pas la prétention d'avoir les leviers, d'avoir tous les leviers. Et d'ailleurs, on est bien gouverné et Dieu merci. Mais contribuer, participer à mon échelle au développement de mon pays. C'est quelque chose qui était devenu vital pour moi et qui matchait complètement avec le sens que je voulais donner à ma vie. Alors, il y a des choses qui ont été plus faciles, il y a des choses qui ont été plus difficiles, mais dans l'ensemble, c'est un choix qu'aujourd'hui, je ne regrette pas. Et du coup, tu dirais que cette crise a quelque part accentué ton envie de revenir ? Oui, bien sûr. Je n'ai jamais eu peur pendant les événements en Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais eu peur. Jamais eu peur parce que je suis ivoirien, d'une origine certes visible différente, mais je suis ivoirien de naissance de troisième, quatrième génération. Donc, je
je connais mes compatriotes. Je connais leur sensibilité, je connais leurs craintes et je sais ce qu'ils ont réellement dans le ventre et dans le cœur surtout. Ça a été, je pense, un moment très important dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, un moment très décisif dans le tournant de la nation ivoirienne. Et ça a été, alors je ne sais pas si je vais me faire comprendre quand je vais dire ça, mais ça a même été un élément fondateur, en fait, dont aujourd'hui on peut voir les fruits à travers toutes les réalisations qui sont faites en Côte d'Ivoire, le côté accueillant, hospitalier, pacifique des Ivoiriens, pas simplement qu'à Abidjan. Abidjan, c'est pas la Côte d'Ivoire, c'est la partie visible, c'est la partie que tout le monde connaît, mais l'intérieur du pays, les villes côtières méritent d'être connues. Le peuple ivoirien à l'intérieur des terres mérite aussi son respect et chacun à son échelle a gagné, je pense, en maturité pendant cette période difficile qu'on a traversée. Donc c'était pour moi l'opportunité, ou du moins la motivation qui allait accompagner mon envie de revenir. Donc voilà. Mais je sais qu'au Sénégal, vous êtes aussi très attaché à la nation par rapport à déjà le fait qu'il n'y ait pas de troubles. Donc nous, d'un point de vue extérieur, le Sénégal reste le pays qui n'a pas traversé de crise politico-sociale et donc jusqu'à il y a quelques mois. Oui, mais c'est toujours des tensions qui se règlent. On l'a vu, ça s'est réglé. Ça a été apaisé. Réglé, je ne sais pas, je n'ai pas encore la boule de cristal, mais ça s'est apaisé. Il y a une certaine maturité politique qui est reconnue en Afrique de l'Ouest et elle est portée par le Sénégal. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Et on apprend, nous, humblement, à éviter des erreurs du passé. Revenons un peu à nos moutons, vu qu'on a fait un peu plutôt à nos racines. Est-ce que, je m'adresse à toi, Oscar, est-ce que tu as eu une expérience à Singapour et tu es venu à Abidjan, donc je suppose que c'est à peu près dans le même domaine? Oui, tout à fait. Ouais, c'est à peu près dans le même investissement, oui. Voilà. Est-ce que le sentiment que tu as en revenant en Afrique et plus précisément en Côte d'Ivoire te donne un avantage dans ton domaine par rapport déjà par rapport à des collègues ou par rapport au domaine de la finance en Côte d'Ivoire? Est-ce que tu viens avec des outils que l'on n'a pas? Est-ce que est-ce que ton expérience en fait internationale t'a donné un avantage en venant en Côte d'Ivoire? Ça, c'est la question en première partie. Et en deuxième partie, est-ce que tu n'as pas un petit regret d'avoir apporté cette expérience à la Côte d'Ivoire et non au Sénégal, par exemple? Fallait lier la question au Sénégal, hein? Non, elle est à deux niveaux. Après, tu peux dire je passe. Hein, c'est pas... Non, écoute, techniquement, est-ce que travailler à Singapour ou en Europe m'a apporté quelque chose de plus? Techniquement, en termes techniques financières, pas vraiment, parce que l'Asie du Sud-Est, particulièrement Singapour, on est quand même sur des géographies beaucoup plus matures en termes d'investissement. Donc, d'un point de vue technique, non. Ici, en Côte d'Ivoire et en réalité sur le reste de l'Afrique de l'Ouest, parce que moi j'ai travaillé ici, mais toujours basé en Côte d'Ivoire et en m'occupant de 3, 4, 5 pays d'Afrique de l'Ouest, dont le Sénégal d'ailleurs.
On est un peu, si tu veux, en retard. C'est surtout ici de la gestion de process. Typiquement, si je dois donner un exemple assez précis, ici, la valorisation d'une société, elle se base beaucoup plus sur de la négociation, sur de la vision de marché. Là où, sur des marchés développés, il y a des vraies techniques de valorisation qui sont celles finalement qu'on apprend à l'école. Hein. Donc des valorisations sur base de flux financiers futurs qui ici n'existent pas parce que ces méthodes-là se basent sur de la macroéconomie, sur de la donnée de marché financier, sur des annonces de banques centrales, etc. Sur plein de choses qui je dirais pas sont absentes ici, mais quasi inexistantes. Une autre manière de valoriser une société, c'est quand tu veux la racheter et donner du coup un prix, c'est aller chercher d'autres transactions similaires sur des opérations d'achat de sociétés similaires. Ici, il n'y a pas un historique assez important pour mettre ça en pratique. Voilà, exactement. Encore plus si tu prends, je vais te donner un exemple assez simple et très parlant. Tu prends le secteur de l'immobilier. Tu es incapable de dire quel est le prix du mètre carré à la vente en zone 4. Tu vas à Paris, n'importe quel quartier, une petite recherche simple sur ChatGPT, je sais que Zoul aime bien ça, il te dit exactement c'est quoi le prix au mètre carré à tel angle de rue, etc. Ici, il n'y a absolument aucune donnée et c'est ce qui manque en Afrique de l'Ouest. Je ne vais pas parler pour le reste de l'Afrique parce que je ne connais pas suffisamment, mais en Afrique de l'Ouest, il y a un manque fondamental de données qui fait que ce que tu apprends à l'étranger ne te permet pas finalement... tu ne peux pas l'appliquer ici. Oh, mais là, tu m'ouvres le champ pour une question. Donc, est-ce que tu penses que c'est une régression de venir en Afrique ? Non, pas du tout, parce que tu apprends autre chose en Afrique. Je pense qu'en Afrique, tu apprends à gérer des hommes. Tu apprends à naviguer à vue. Ouais. À fond. tu apprends à gérer des problèmes, à gérer de l'urgence. À résoudre des problèmes. Oui. Donc non, c'est pas une régression. Et puis tu le vois sur le marché du travail quand tu as eu une expérience en Afrique. Et pareil, je vais prendre un secteur en particulier. T'es venu travailler en Afrique dans le secteur du BTP. Tu veux retourner en Europe. C'est du pain béni pour les employeurs là-bas, parce qu'ils savent que tu embauches un couteau suisse. Oui, un gars qui sait tout faire, qui sait s'adapter à toutes les situations. Ce qui est moins vrai, à vrai dire, hein, dans mon secteur à moi, parce que justement, c'est l'inverse, et du coup, ça complète la réponse à ta question. Tu as besoin de spécificité, toi, dans ton domaine, alors que dans d'autres, parce que justement, la compétence n'est pas bien répartie, ça va obliger, lors de ton expérience professionnelle en Côte d'Ivoire, on parle que de la Côte d'Ivoire, ça va t'obliger à avoir des aptitudes un peu transversales pour pouvoir mieux gérer tes ressources, qu'elles soient humaines ou matérielles. Oui, tout à fait. Et des derniers points, peut-être, sur la régression, non, parce que
moi, je venais pas pour apporter des spécificités techniques, pardon. Notamment parce que je suis revenu, j'étais quand même assez jeune encore. Bon, je suis toujours un Farid par rapport à toi, mais mais quand même. Non, moi je venais surtout sur un marché où tu as qui encore une fois n'est pas mature, sur lequel il y a énormément de structures familiales. Donc c'était plus pour apporter des solutions, de la structure à ces sociétés-là. Enfin, en tout cas, cette volonté-là d'apporter ma pierre à l'édifice qui m'animait. Et je pense que d'une certaine manière, à mon échelle, encore une fois, j'y arrive et donc non, pour répondre à ta question, non, c'est pas, je le vois pas en tout cas comme une régression. Super. Zoul, Oui. toi, qu'est-ce qui t'a... Alors, j'ai compris que c'était une raison d'abord sentimentale, mal du pays, manque du pays, qui t'a d'abord poussé à revenir, l'ambiance, hein, à revenir en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui te motive chaque jour à contribuer? Tout à l'heure, je parlais de ça. Moi, j'avais cette envie-là, en fait, de contribuer au développement de la Côte d'Ivoire, à mon échelle, hein, en toute modestie. Et toi, qu'est-ce qui te motive aujourd'hui à contribuer au développement économique de la Côte d'Ivoire, dans ton domaine? Ouais, en fait, le domaine est super important parce que c'est un domaine où il y a encore beaucoup de choses à faire en Côte d'Ivoire. Et même, je pense, en Afrique de l'Ouest, puisqu'on est un peu la locomotive. Hein. Donc, si ici, on a des manques, j'imagine que dans les pays voisins, on en a aussi. Donc, c'est le domaine de nouvelles technologies, l'informatique. La Côte d'Ivoire a raté la révolution industrielle, la révolution numérique. Je ne sais pas si on a pris le train. Aujourd'hui, avec le retour d'expérience que j'ai, je pense on a raté quelques wagons. D'accord. Ça commence à changer, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc, je le vois tous les jours, hein, au quotidien, où malgré le fait qu'on soit, comme Oscar disait, la locomotive de l'Afrique de l'Ouest et tout, on a encore tout à bâtir. Et donc, oui, c'est des challenges, c'est intéressant de contribuer à ça. Alors, on y contribue comment aujourd'hui? Moi, personnellement, je travaille qu'avec des entreprises du privé, pas étatiques ou ce genre de choses. Et on met en place des solutions qui vont permettre d'améliorer, donc d'optimiser, d'améliorer les rendements de ces sociétés-là. Et au final, qui en bénéficie? C'est le pays. Hein. Oui. C'est le pays. Donc, voilà, c'est ça qui est motivant. C'est des challenges. Comme Oscar disait, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de problématiques que tu vas rencontrer que tu n'aurais jamais rencontré ailleurs, en Europe par exemple. Tu es confronté à des problèmes assez spécifiques. Donc oui, ça te permet de devenir un couteau suisse, de réfléchir à des problématiques en fait, auxquelles tu n'aurais pas réfléchi ailleurs, à intégrer l'aspect humain. Il ne faut pas oublier que les cultures, en fait, en général, hein, de manière générale, les cultures africaines sont des cultures parlées. En fait, où on va se transmettre le savoir de manière orale. Donc, en Europe, on est plutôt sur tout ce qui est écrit. Si tu permets de rebondir sur ce que tu dis, on est encore en Côte d'Ivoire dans la culture de la valeur de la parole. Ouais. La parole vaut la plupart du temps un écrit. Donc, ça a tendance à disparaître. Mais dans certains domaines, dans certains cas, et encore la majorité des cas, la parole vaut un écrit.
C'est ce qu'on entend souvent dire nos anciens. Avant, ma parole suffisait pour pouvoir conclure un accord. Et je trouve que ce sont des valeurs humaines, moi, qui me plaisent. En fait, on associe beaucoup, hein, même si on est dans la technologie, en tout cas dans mon domaine, on a toujours cet aspect humain qui est très très présent. Je vais donner un exemple tout con, pour schématiser un peu ça. En Europe, je sais pas, on va bosser sur une techno. Et moi, c'est mon cas, je préférais avoir le guide utilisateur, le manuel. Je préférais avoir un manuel, un bouquin à lire. Et généralement, les bouquins d'informatique, ils font 700 ou 800 pages. Faut se lever tôt pour les lire. Tu peux les synthétiser maintenant avec ChatGPT? Ouais, mais non, en fait, pas vraiment, parce que c'est beaucoup de techniques qu'on peut pas forcément réduire. Donc moi, je suis de cette école-là, tu vois, où je préfère prendre... Alors qu'ici, tu peux donner un guide utilisateur à un de tes utilisateurs, à un de tes clients, il ne le lira jamais. Par contre, tu vas t'asseoir 30 minutes avec lui pour lui expliquer donc, ce qu'il y a dans le bouquin de manière orale et il va capter tout de suite, tu vois. Donc on est beaucoup dans ces approches-là où il faut vraiment prendre en compte cet aspect humain. Après, pour revenir sur la question de est-ce que c'est de la régression? Alors en Europe, j'aurais bossé avec des gens qui auraient un niveau beaucoup plus évolué. Faut pas se le cacher. Je disais certes, ça se met en place. Hein. On voit de plus en plus de jeunes startups ivoiriennes qui se montent, qui bossent sur des technos, qui sont avant-gardistes, qui sont top. Mais ça reste encore très, très, très minuscule comparé à l'échelle nationale. Et donc, dans le domaine des nouvelles technologies, il faut constamment... Et on a cet avantage-là que tout soit virtuel, qu'il n'y ait pas de frontières. Pour pas régresser, il faut continuer à te former, mais continuellement, pour être toujours... tu sais, en informatique, tu pratiques pas ou tu te mets pas à jour au bout d'un an, t'es un peu dépassé, quoi. Ouais. Ça évolue tellement vite. Donc non, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de trucs à mettre en place. On en parlait dans un podcast précédent. Il y a encore en Côte d'Ivoire, comme je disais, des sociétés qui sont encore au CD. Hein. Oui. Au CD, alors qu'on est à l'ère du cloud, en parenthèse, de la virtualisation et de la dématérialisation à gogo. Donc technologiquement, oui, on utilise des technos moins évolués, beaucoup moins évolués, mais il faut se dire que y a les challenges derrière pour pouvoir mettre tout ça en place. Donc ouais, c'est cool. C'est cool. D'accord. On arrive à la fin de ce podcast. Donc une question... Juste peut-être pour rebondir sur... Oui, bien sûr, tu peux. Sur ce que disait Zoul par rapport aux startups, tu sais que j'ai vu un truc intéressant tout à l'heure, c'était que 2022, c'était sur les fintech, plus précisément. Ouais. C'était le record de levée de fonds en Côte d'Ivoire, spécifiquement, qui était autour de 20-30 millions d'euros. 25 peut-être, ouais. Là où, pour à la fois montrer que la Côte d'Ivoire est en train de... Et plus généralement, l'Afrique de l'Ouest francophone est en train de rattraper un certain retard, mais je pense à une vitesse assez impressionnante. Là où tu as une boîte au Nigeria il y a, je sais pas, 2 ans, FinTech également, sa levée de fonds à elle uniquement, on parlait de 200 millions. Et je pense que ce qui est sympa, et c'est pour ça que je pense que c'est pas une régression, c'est notamment pas une régression parce qu'on a la chance, je pense, de participer à ce rattrapage, à cette croissance qui est assez impressionnante. J'appellerais même pas ça rattrapage. Dans le domaine des fintech, on est même la locomotive comparé à l'Europe. On est la locomotive. Pourquoi? Alors c'est très simple, parce que le taux de bancarisation en Afrique est très bas, est très, très faible. Et donc les fintech ont 80% encore de la population à attaquer. Alors qu'en Europe, le taux de bancarisation est super élevé. Et il y a eu des politiques gouvernementales pour interdire en fait les échanges de monnaie, ce genre de choses. Donc ça obligeait à un moment donné les gens à se bancariser.
L'Afrique, même sur tout ce qui est fintech, l'Afrique, on est sur des trucs qui sont bien plus développés que ce qu'on retrouve en Europe. Le Orange Money, je donne l'exemple du Orange Money ou du MTN Money, enfin du wallet, du portefeuille électronique. On l'a eu en Afrique avant qu'il l'ait en Europe, tu vois. Donc sur les fintech, on est avant-gardiste parce que le marché le permet. Dans d'autres domaines, on est bien en arrière, tu vois. Ouais, et avant-gardiste parce que, mon point de vue, parce que justement, une grande partie de notre boulot, jour le jour, c'est de gérer, mais surtout prévoir des problèmes. Donc on est obligé de toujours anticiper, trouver des solutions qui n'existent même pas, c'est ailleurs. Ça. Et donc c'est pour ça qu'on est avant-gardiste. Et je vais peut-être finir sur quelque chose qu'un ancien collaborateur avait dit une fois, qui peut être clivant, mais qui est assez intéressant comme point de vue. Il disait que l'enjeu pour l'Afrique, c'est de rattraper le passé, gérer le présent et prévoir le futur. Et donc ça peut être clivant, mais c'est assez révélateur de notre réalité. Donc je pense pas que ce soit une régression, c'est de revenir en Afrique ou de tout simplement venir, finalement. Je pense que c'est aujourd'hui une réelle opportunité. C'est sur cette citation ou cette phrase de ton collègue qu'on va terminer ce podcast. J'avais une question un peu ouverte, mais bon, peut-être que je la garderai pour le prochain épisode. Merci de nous avoir écoutés et merci Oscar. À très bientôt. Merci à vous. Merci. À bientôt Zul. À bientôt. Ciao les auditeurs. Nous allons maintenant vous demander la moitié de la route. Abidjan Talk Live, c'est terminé. On espère que vous avez passé un bon moment. Posez votre bière et reprenez une activité normale. N'oubliez pas de vous abonner sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et de commenter sur notre profil Instagram. Découvrez de nouvelles actualités et histoires au prochain numéro.